Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la saison 2022 de cyclisme. Il nous reste encore 2 vidéos. Nous sommes à l'avant-dernière vidéo de ces débriefs de la saison 2022. Et on va parler des déceptions de la saison 2022 de cyclisme. On va revenir sur beaucoup de coureurs. Il y a une équipe. Et sinon, ce ne sont que des coureurs qui nous ont déçus, qui ont été moins performants que ce à quoi je m'attendais et qui m'ont déçu sur la saison 2022. C'est donc un nouveau top 10. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur la Coupe du Monde. N'hésitez pas à regarder Piste Verte, TikTok, avec EPS 2.0 également sur Spotify. Et puis je rappelle, mois de janvier qui va être très chargé. Il y aura du podcast, il va falloir que j'écrive. Il va y avoir surtout les présentations de la saison cyclisme 2022. Et puis il y aura également de la Formule 1, de la moto. On fera également les débriefs des saisons 2022 de ces disciplines-là. Et puis toujours les pistes vertes. Donc le programme va être très chargé. En janvier, restez présents sur la chaîne. On commence tout de suite donc avec mes 10 déceptions et les mentions honorables de la saison 2022 de cyclisme. On commence par le numéro 10 et le numéro 10 n'est pas un coureur mais une équipe, c'est la seule équipe présente dans ce classement, c'est Eolo Kometa, l'équipe italienne, l'équipe de Ivan Basso, de Contador notamment. Avec Fortunato, également avec Albanese. Eh bien, c'est une équipe qui m'a déçu sur cette année 2022. 3 victoires seulement, une étape du Tour du Limousin, la première course de la saison qui était l'année dernière, la Classica Comunitat Valenciana en Europe, première course en Europe, mais cette année il y aura notamment le Down Under auparavant sur la chaîne. Et puis le championnat national de Hongrie du contre-la-montre avec Eric Fetter. C'est très maigre. On rajoute à tout ça la 15e place de Fortunato sur le Tour d'Italie. Et puis Albanese qui a eu également quelques résultats, notamment 11e de Milan-San Remo, 4e de la Croix-Race également et 3e de l'étape numéro 10. C'est pas exceptionnel en termes de performance ce qu'a fait cette formation. Qui a pourtant des talents. Cette année, bon, ils avaient Fortunato, ils avaient David Baïs également, Rivi également, le Albanese, Bivalacqua, Ravazzi aussi, l'italien. Ils ont récupéré Fedeli en cours de saison. Mais à part ça, c'est une équipe qui reste assez faible en termes de niveau. Je trouve surtout que cette équipe n'évolue pas. Ça me fait un peu penser à BNB Hotel. BNB Hotel, entre l'année 2018 et l'année 2022, il n'y a pas eu de grandes évolutions en termes de résultats. C'est un peu pareil avec Eolo Kometa. C'est-à-dire que depuis la création de cette équipe, il n'y a pas eu 150 évolutions. Cette équipe a date de 2018 pour Polartec Kometa, mais surtout à partir de 2019 dans cette configuration-là. Et en termes de points UCI, c'est pas extraordinaire. Ça a toujours été compliqué. Et moi, j'ai toujours trouvé que cette équipe avait du mal à performer. Voilà, cette équipe a toujours été un petit peu en difficulté, je trouve. Et on a le sentiment surtout qu'il n'arrive pas à évoluer en fait, c'est ça, il n'y a pas de gap d'évolution. C'est entre la première année, il n'arrive pas à faire évoluer. Alors là, il y a Albanese, sauf Albanese qui a été pas mal, mais Fortunato par exemple, la 15e place sur le Giro, elle ne m'a pas marqué. Cette position de Fortunato s'attendait à mieux de la part de Fortunato. Et c'est vrai qu'en plus, contrairement à l'année dernière, il y a un peu moins de victoires de qualité du côté du palmarès de cette équipe. Donc c'est dommageable de pas avoir réussi à faire mieux du côté de Eolo Kometa, malgré un budget qui n'est pas le plus petit budget des équipes italiennes.
il va falloir réussir à faire mieux. Parmi mes déceptions également, ce sont les frères Martin. On nous en avait énormément parlé en nous disant ça fait partie des nouvelles pépites du cyclisme espagnol. On les a quasiment pas vus. Même Eric Fetter n'a pas été très présent, alors que c'est un bon coureur, mais sur la route, ça n'a pas été très performant, je trouve. Et puis oui, la majorité de cette équipe, qui pourtant s'était pas mal renforcée en récupérant des coureurs de Bardiani, des bons éléments également d'Androni Giocattoli, l'année dernière, n'a pas réussi à exprimer ses talents. Il faudra donc faire mieux l'année prochaine. Bon, on verra tout ça également quand on fera la présentation de cette équipe. En janvier, ce sera plutôt sur la deuxième moitié du mois de janvier pour les équipes Pro Team. On passe tout de suite aux coureurs, qui est classé en 9e position des déceptions de la saison 2022. Un Italien encore, après Olo Cometa, c'est Damiano Caruso qui m'a déçu en cette année 2022. On s'attendait à mieux après son Giro l'année dernière, deuxième du Giro, il avait été très performant avec une victoire sur le Tour d'Espagne également, en plus d'une victoire sur le Tour d'Italie. On avait retrouvé du grand Damiano Caruso, où on s'était dit Damiano Caruso, c'est peut-être une bonne case, un bon coureur pour l'équipe Bahreïn. Alors pas pour l'avenir, on va dire, parce qu'il a déjà 34-35 ans, mais on peut encore faire de manière très intéressante 2-3 saisons à un bon niveau. Et le problème de Caruso, c'est que dès le début de saison, on a senti que c'était surprenant. C'est qu'il avait souvent un rôle d'équipier sur les courses qu'il a fait en début de saison. Je pense notamment au Tour d'Andalousie, où il avait un rôle un petit peu d'équipier. Sur Tirreno Adriatico, il finit 7ème, mais avec un contre-la-montre qui a raté, du côté du Lido di Camaiore. Et puis, Milan-San Remo fait 15ème. Et puis ensuite, il y a le Tour de Sicile, où il domine le Tour de Sicile. Et je me rappelle vous avoir dit à ce moment-là, méfions-nous quand même, parce que ça reste le Tour du Sicile. Il n'y avait pas une forte opposition. C'était Menties, je crois, qui était l'adversaire numéro 1. Alors certes, il a dominé, mais on est encore déjà tôt. On était à un mois du Tour d'Italie. Et surtout, j'avais dit, il n'y avait pas d'opposition. Donc c'est facile de dominer. C'est plus compliqué de dominer quand tu as des bons coureurs et adversaires derrière. Il a été 96e de Flèche Wallonne, 41e de Liège-Bastogne-Liège. Après, sur Liège-Bastogne-Liège, il attaque de très loin. Il fait partie, une part importante de la stratégie d'équipe de la Bahreïn, qui n'a pas marché ce jour-là, mais il faisait partie des éléments importants. Il attaque notamment à 50 bandes de l'arrivée, je crois me rappeler. Tour de Romandie où il fait 6ème. Alors là, on se dit, ça y est, le début de saison avait été un petit peu compliqué, mais il commence à trouver du rythme. Le Giro, il le traverse. Il fait pas le Giro, pardon. Donc on se dit, bizarre, parce qu'on sentait qu'il montait en puissance pour le Giro. Et puis on nous dit avant le Tour de Romandie, non, il fera pas le Giro. Il se concentre sur le Tour de France. On a besoin de lui pour le Tour de France. Ça, je pense que ça a été une erreur de la part de l'équipe Bahreïn. Et puis, il a sombré, on va dire. Enfin, il n'a pas réussi à faire la même chose que l'année d'avant. Et comme la Bahreïn, c'est-à-dire que la Bahreïn avait fait un gros, à partir de mai jusqu'en fin de saison, ils avaient été très forts. Et c'est vrai que Caruso avait été très fort à partir de cette période-là. Et là, ça n'a pas été le cas autour de Caruso. C'est-à-dire qu'après cette 6ème place sur le Tour de Romandie, où tu sens qu'il commence à monter en puissance, un mois de pause, il arrive sur le Dauphiné. C'est un Dauphiné où il fait 4. On peut se dire en termes de résultats, c'est pas mal. Oui, mais 4 en étant toujours un ton en dessous des coureurs de la Jumbo. Et il fait 4 aussi parce que David Gaudu s'écroule le dernier jour. Il fait 4, mais pas très loin de Guerrero aussi. Pas très loin devant Guerrero. Donc là, on se dit, on va voir, surtout qu'il y a des étapes de montagne où il finissait vraiment à la peine dans le dernier kilomètre. Là, ça commence à m'inquiéter. Le Tour de France, j'ai jamais été dans le coup. La Bahreïn, déjà, pour le général, n'a jamais été dans le coup. Et encore plus Caruso. Avec en plus le fait qu'il y avait Jack Haig. Jack Haig se fait mal très vite dans la course. Donc on se dit, allez, ça donne les coups des franches à Caruso. Sauf qu'au final, il a souvent pas vraiment eu un rôle de leader.
Et puis après, sur la dernière partie de saison, il a eu un rôle d'équipier, hein. Il n'a jamais été leader du côté de cette formation. Et il fait pas une grande saison. Alors, on l'a vu, il a fait quand même un bon boulot autour de Jonathan Bilhan sur la Croix Race. Mais à part ça, ça reste faiblard. Pour un mec qui fait deuxième du Giro l'année dernière, cette année, il n'y a pas grand-chose en termes de résultats. C'est vrai que c'est décevant. Après, c'est le problème. Passé 33 ans, il y a quand même un facteur à prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas à quel moment votre niveau va tomber. Et dans le cas de Caruso, son niveau est tombé peut-être cette année, ou peut-être que c'était tout simplement une mauvaise saison, ou peut-être que l'année dernière il a surperformé et qu'il a retrouvé un petit peu son niveau de performance qu'il avait à l'époque de la BMC, notamment. Mais c'est vrai que cette année ça n'a pas été bon. Peut-être que le calendrier aussi n'a pas été bien fait de la part de la Bahreïn. Lui demander de se concentrer sur le Tour de France quand tu commences à monter pas mal en puissance au moment du Tour de Romandie, c'était peut-être une erreur. Il aurait peut-être fallu continuer. Faire le Tour de France, rater son Tour de France de cette manière, il aurait peut-être fallu le faire abandonner un peu plus tôt que lors de la 18e étape. Il aurait peut-être fallu le faire abandonner après les Alpes pour se concentrer soit sur la Vuelta, soit sur les courses de fin de saison, ce qu'on n'a pas fait du côté de la Bahreïn. Mais bon, du côté de la Bahreïn, la saison a été difficile. Pour cette formation, on a fait quand même pas mal d'erreurs, je trouve, et la saison a quand même été décevante. C'est vrai que Caruso, on s'attendait quand même à beaucoup mieux de la part du coureur italien. 8e position, coureur français, un coureur qui rejoint Arkea l'année prochaine, qui était chez AG2R cette année. Clément Champoussin, c'est pas le même rendement que l'année dernière, quoi. C'est-à-dire qu'en 2020, on l'avait vu, c'était pas mal, il était monté en puissance en 2021, avec des très bons résultats, notamment sa victoire d'étape sur le Tour d'Espagne où il finit très très fort la saison. Et puis 2022, ça a été plus compliqué, avec très peu de jours avec pourtant pas mal de jours de course, c'est pas lui qui a très peu de jours de course. Il avait 65 jours de course, mais on l'a souvent vu un peu en dessous. Alors sur les courses françaises, ça l'a fait, parce que ça reste Clément Champoussin. Il fait 7e du Grand Besançon-Doubs, 10e du Tour du Jura, 6e de la Faune-Ardenne Classique. Bon voilà, il était sur 3 étapes dans le top 10 de l'étoile de Bessèges. Mais sur les grandes courses internationales, il n'a pas réussi vraiment à montrer ce potentiel. Et on l'attendait sur ces grandes courses internationales. On attendait la confirmation de la part de Clément Champoussin. Paris-Nice, abandon. Tour du Pays Basque, il fait même pas la course au final. Tour des Alpes, abandon. Alors sur le Tour de Suisse, il finit 26e en étant 2e à Bossalpes. Il fait également 6e d'une étape sur la Vuelta. Mais sur beaucoup de courses internationales, on l'a peu vu. Clément Champoussin, on l'attendait à un meilleur niveau que ça. On attendait surtout une confirmation par rapport aux bons résultats qu'il a vu l'année d'avant. Et ça n'a pas été le cas. Alors peut-être aussi qu'en fin de saison, le fait de changer d'équipe, il y a toujours un petit peu de paperasse à faire. Vous n'êtes pas forcément l'esprit léger. Et ça peut jouer sur les performances. Mais Clément Champoussin, l'année prochaine, il devra vraiment se relancer chez Arkea. Où en plus il est attendu en tant que coureur important de l'effectif. Il y a des ambitions autour de Arkea et de Clément Champoussin. Est-ce que ça s'est mal passé cette dernière année avec Vincent Lavenu? Je sais pas, mais en termes de résultats, c'était pas ça. Est-ce qu'il a eu du mal à confirmer parce qu'il a fait une saison où il a vraiment performé très tardivement sur la saison de 2021? Est-ce que c'est ça qui a un peu posé problème? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de la part du coureur français. Et cette année, ça a été difficile. Je crois que c'est le terme qui convient le mieux. Ça a été difficile. Il n'a pas réussi à être au niveau. C'est dommage. C'est dommage pour lui, parce que c'est un bon coureur. On verra ce que ça donnera. Même sur les points Pro Cycling Stats,
Vous savez qu'ils ont leur propre système de classification de points. Il a marqué 2 fois moins de points que l'année d'avant. Voilà. Donc il est mieux qu'en 2020, et ça reste bien plus faible que ce qu'il a été capable de faire en 2021. On le voit parce que sur son top résultat, à part l'étape du Tour d'Espagne et la Faune Ardèche classique, il n'y a pas grand-chose d'autre à te mettre sous la dent sur l'année 2022. On verra ce que ça donnera chez Arkea. Où il a un contrat de 3 ans chez Arkea. Ça a été l'information d'il y a au moins 2-3 semaines. C'était pendant la Coupe du Monde de foot. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il doit se relancer parce que moi j'ai le souvenir par exemple d'un Lilian Calmejane qu'on pensait super coureur à 24-25 ans. Et puis bon, à 27-28, maintenant aujourd'hui, on a beaucoup plus de doutes. Je pense à d'autres coureurs. Qui ont été très performants sur leurs premières années de carrière. Et puis ils ratent une saison et derrière ça s'écroule en termes de résultats. J'espère que ça n'arrivera pas à Clément Champoussin. Le 7e de ce classement, il est italien encore, vous allez me dire. Giacomo Nizzolo, le coureur d'Israël. Compliqué. Alors compliqué parce que déjà 2020 avait peut-être été moins bien, je sais pas, mais il avait été c'était particulier son année 2020. Je trouve qu'il avait fait des bons résultats, pas forcément en quantité, mais il avait été peut-être plus performant, un peu moins régulier, mais plus performant sur certaines courses. C'est un bon sprinter, Giacomo Nizzolo, champion d'Europe notamment en 2020. 2021, il y avait eu sa victoire sur le Tour d'Italie, mais bon voilà, avec Qhubeka Asso, ça avait été compliqué parce qu'on savait assez vite que cette équipe-là, ça sentait pas très bon financièrement, que ça allait être compliqué. C'était un peu pareil à l'époque de NTT, mais à l'époque de NTT, il avait fait vraiment des bonnes choses. Et puis depuis 2019, on l'avait vu beaucoup plus sur les classiques belges, notamment sur les classiques de début de saison, où il avait vraiment pris du coffre sur ces courses-là, en plus des sprints où il était performant, mais il gagnait beaucoup plus que sur son début de carrière où c'était un petit peu Poulidor, Nizzolo, notamment à la Trek. C'est un coureur qui était rapide, mais qui gagnait très peu de courses. Par exemple, il a démarré en même temps qu'Arnaud Démare. Arnaud Démare doit être quasiment à 90 victoires. Je peux le chiffre exact, puis il n'en a que 29. Mais je trouve qu'il avait fait des bons résultats sur les grosses courses ces dernières années. Qhubeka Asso se fait faillite. Il se retrouve chez Israël. Chez Israël, lors de la phase de pré-saison, il fait une interview où il dit « J'ai jamais eu un train de cette qualité-là ». On se dit ça peut être vraiment le coureur qui peut un peu sauver Israël. Ça peut être vraiment le facteur X d'Israël. Voilà, ils ont enfin un bon sprinter. Ils ont des bons rouleurs pour l'emmener. On pense je pense à Bradle. Bradle, c'est la moto. Mais ils ont des coureurs, notamment l'ancien champion de Grande-Bretagne, l'ancien champion d'Autriche. Aussi, ils avaient des éléments pour lui permettre d'être performant. Tu vois, des mecs qui ont déjà emmené des sprints, qui savent faire. En plus, tu as Rudy Barbier, par exemple. Pourquoi pas Poisson Pilote, un Patrick Bévin, un Daryl Impey. Tu vois, Alex Dosset. J'avais oublié son nom. Mathias Brandle. T'as du Guillaume Boivin, t'as du Eric Zabel. Il y avait vraiment de quoi faire un bon train. Ça n'a jamais vraiment pris avec Nizzolo. Souvent, il était devant trop tôt. Ça, sur beaucoup de courses, il s'est retrouvé à être devant dans les sprints, mais à 5 bornes de l'arrivée. Et puis, quand il fallait sprinter, il n'y avait plus personne. Alors ça, c'est le problème typique d'Israël sur les sprints. Et cette année, ils l'ont fait très souvent, où il était devant. Et puis à 3 bornes de l'arrivée, il n'y a plus de main d'œuvre. Et il se retrouve à être obligé de frotter et il perd de l'énergie. Et ça a été le gros problème de Nizzolo, de ne pas avoir un train de qualité. Mais je trouve que même au niveau des jambes, ça n'a pas été excellent. C'est-à-dire que, certes, il y a le problème de train, mais il y a d'autres courses, notamment sur les classiques, où il a été en dessous par rapport au niveau qu'il avait pu avoir les 2 années précédentes.
Donc voilà, je pense qu'il y a eu le train, ça c'est clair et net. Un sprinter a besoin d'être en confiance avec les coureurs qui sont devant lui. Et surtout, plus un sprinter gagne, plus il est en confiance, moins il gagne, plus il est dans le doute, et plus un sprinter doute. C'est comme un attaquant en foot, plus il va faire des erreurs. Et en même temps, je pense que physiquement, il n'était pas si exceptionnel que ça. Il faudra faire mieux l'année prochaine, parce que sinon, déjà, il sera dans sa dernière année de contrat avec Israël. Et puis surtout, il aura 34 ans l'année prochaine. On commence à être à un âge où, du côté des sprinters, certes, on a eu Cavendish, mais bon, le fait de se rapprocher plutôt de la situation qu'a été Greppel à cet âge-là est quand même plutôt facile. Et donc, pour un mec comme Nizzolo, il faudra réussir à retrouver de l'énergie, à retrouver des sensations, de la condition physique, mais ça va pas être si évident que ça pour le coureur italien. Qui, oui, a eu une saison compliquée, je le trouve. Il n'a pas réussi à être performant sur cette année 2022. Numéro 6, Gino Mader. Un peu comme Caruso du côté de Gino Mader. L'année dernière, très bonne. Une victoire d'étape sur le Tour d'Italie, une victoire d'étape sur le Tour de Suisse, 5e du Tour d'Espagne. Deuxième d'une étape de Paris-Nice, 10e du général de Paris-Nice. Il avait vraiment fait une belle saison 2021. On l'avait souvent vu aux avant-postes. Il avait fait des bons contre-la-montre. Il avait montré pas mal de puissance. Et il avait été très bon. Il avait remis la tête à l'endroit à la Bahreïn, alors que Landa venait de se cracher la veille lors du Giro. Et puis il avait fait une saison très régulière. Il avait aussi aidé Caruso sur le Tour d'Italie. Il avait eu un grand rôle d'équipier. Et puis, il y avait eu des belles perfs sur sa saison en 2021. 2022, à part le Tour de Romandie, il n'y a rien. Ça a commencé par plusieurs soucis. Les contre-la-montre cette année qu'il a réalisé n'étaient pas bons. Il n'y a aucun vraiment contre-la-montre où il a été performant. Parce que même sur le Tour de Romandie, il perd un petit peu de temps à Villars. C'est pas catastrophique, mais il perd un petit peu de temps. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. En montagne, il n'a jamais fait la différence. Ce qu'on avait vu qu'il avait fait de bien l'année dernière, il n'a pas réussi à le reproduire cette année. Donc ça, c'est également un désavantage. Et puis ensuite, comme je disais avec la Bahreïn, c'est qu'il a un peu sombré comme la Bahreïn. Mais ça, d'une saison l'année dernière qui avait été excellente, ça a fait un peu comme Clément Champoussin. Il n'a pas réussi à réitérer la même chose. Heureusement qu'il y a le Tour de Romandie qui sauve, je dirais, un peu sa saison, cette deuxième place sur le Tour de Romandie. Il abandonne sur le Tour de Suisse. Tour d'Espagne, il n'est pas vraiment dans le coup. Tour de Burgos, il n'est pas dans le coup. Tour de Suisse, abandon. Tour du Pays Basque, il n'est pas dans le coup. Il rate complètement son contre-la-montre. Paris-Nice, il abandonne. Grand Prix Miguel-Indurain, il finit seulement 21e. Et sur l'UAE Tour, il finit 15e en se plantant vraiment complètement sur le chrono. Il avait pris, je sais plus, 40-45 secondes. L'écart sur le chrono était énorme et je l'avais foutu en bonnet d'âne ce jour-là. Enfin, sur l'UAE Tour, je l'avais mis en bonnet d'âne. Je l'avais trouvé moins bien et je l'ai mis à plusieurs reprises bonnet d'âne. Mais parce que sa saison a été, je trouve, très compliquée. Pourtant, il fait une saison comme Champoussin. Champoussin, c'était 65 jours de course. Lui, il est à 59. Donc, il fait pas... il n'y a pas eu de grosses blessures sur l'année de Gino Mader. Il y a eu juste une méforme, je dirais, un petit peu permanente pour le coureur suisse. Lui aussi devra se remettre la tête en endroit l'année prochaine. Surtout que la Bahreïn aura besoin de lui. Parce que la Bahreïn a besoin quand même de retrouver des coureurs performants et d'avoir des jeunes qui performent. C'est quand même une équipe qui a une moyenne d'âge qui est un peu élevée. Donc c'est vrai que réussir à être performant avec Gino Mader, ça serait bien. Mais on s'aperçoit que tous les leaders de la Bahreïn n'ont pas réussi à être bons. À part Colbrelli, problème cardiaque. Mais Caruso, Mader, Jack Haig, tous les trois n'ont pas fait des grandes saisons. Et c'est peut-être aussi ça qui a manqué à Bahreïn, c'est que les tauliers de l'équipe soient performants. Et puis un Phil Bauhaus, c'est pas suffisant au niveau du sprint.
Du côté de Gino Meder, je m'attendais à tellement mieux que je l'ai pas trop défoncé au niveau du classement, mais j'ai hésité très longuement. Vraiment parce que je l'ai trouvé très moyen sur la saison 2022 et je m'attendais à tellement mieux sur sa saison 2022 que j'étais extrêmement déçu. Fausto Masnada, encore un Italien. Ça a été la saison. Encore une déception italienne. Et il en reste encore deux. Voilà. Euh, Que dire de Masnada? Là aussi, je suis déçu parce que deuxième du Tour de Lombardie l'année dernière, on se dit, il a passé un cap. C'est un coureur qui était bon sur les courses d'une semaine, de 3-4 jours, qui était bon sur les épreuves, on va dire, d'Europe à Tour, mais qui n'était pas très bon forcément sur les épreuves World Tour. Et puis l'année dernière, en 2021, il fait une belle saison. Il y a des résultats qui sont très intéressants. Sur le Tour de Lombardie, il est très très bon jusque dans le final. Il menace vraiment Pogacar. Sur le Tour de Romandie, c'est vraiment bien aussi. Et puis même en tant qu'équipier, il avait fait du bon boulot, Masnada. Et puis cette année, seulement 52 jours de course et pas très bon. Ça commence dès le Tour de Man. Le Tour de Man, il n'y a pas une grande start list l'année dernière sur le Tour de Man, et il se fait battre par Jan Hirt. C'est pas foufou, Jan Hirt. Donc déjà, moi je l'avais mis archi favori lors de la présentation de la course, parce que j'avais fait qu'une présentation de la course, j'avais pas fait de débrief. J'avais dit c'est mon favori, vous allez voir, il va être performant. Et puis au final, c'était un petit peu... ça n'avait pas vraiment été le cas en course. Sur l'UAE Tour, 26e, sans vraiment peser sur la course, il faut bien le dire. Et puis ensuite, il abandonne sur le Tour de Catalogne, et après derrière, j'ai eu le sentiment qu'on l'a mis dans un rôle d'équipier, mais même en tant qu'équipier, notamment sur le Tour d'Espagne, il a été quand même franchement en difficulté. Remco Evenepoel n'a pas remporté le Tour d'Espagne grâce à son équipe, hein, il faut le dire. Il n'a pas remporté le Tour d'Espagne grâce à Masnada. Non. Il y a eu Julien Lafilippe qui a fait un boulot honorable. Pas de chance, c'est qu'il s'est blessé. Mais Masnada ne l'a pas suffisamment aidé. Or, ça aurait dû être un lieutenant. Ça aurait dû être le lieutenant le plus important de Remco Evenepoel. Et autant la Quick-Step a fait une belle saison en montagne. La Quick-Step s'est surtout ratée sur les Flandriennes. Mais sur le reste de la saison, ça a plutôt été bien. Autant Masnada, on l'a peu vu, on l'a trop peu vu. Il finit sa saison sur le Tour d'Espagne, mais en n'étant pas en grande condition physique. C'est la première fois depuis l'époque peut-être d'Androni, où on l'a vu comme ça être si irrégulier. Il a été quand même très peu performant. Selon les points PCS, c'est sa pire saison depuis 2017. Hein. Donc il avait fait plutôt des très bonnes saisons. Et là, il n'a pas été bon cette année. Il n'a pas réussi à être suffisamment bon pour aller marquer des points, pour aller faire du bon travail. C'est un coureur qui est atypique en plus, Masnada, parce qu'il est arrivé en World Tour quand même assez tardivement. Parce qu'il a 29 ans, mais il est arrivé en World Tour seulement en 2020. Il avait déjà commencé sa carrière assez tard. C'est par Remco Evenepoel. Et surtout, il avait réussi à devenir très performant assez tardivement. C'est pas un mec qui performait à 21 ans, Masnada. Et puis, il a eu une carrière atypique parce qu'il était passé par la CCC. Il avait fait un transfert en cours de saison, ce qui est assez rare quand la CCC n'arrivait plus à payer ses coureurs en 2020. Il avait rejoint la Deceuninck sur la deuxième partie de saison, la partie post-Covid. Il avait été très bon, il avait été très bon dès ses premières courses avec la Deceuninck. On s'était dit, ça y est, c'est lancé, il est performant. Pareil, 2021, grosse saison, et puis là, 2022, écroulade totale. On va voir ce que ça va donner maintenant chez Quick-Step, mais j'ai peur que son rôle dans l'équipe soit dégradé. Et qui soit de plus en plus bas dans la hiérarchie de cette formation. Et ça serait triste parce que c'est un bon coureur.
de le voir descendre dans la hiérarchie, c'est toujours un petit peu dommageable. Mais là, oui, il n'a pas été suffisamment bon, Masnada, sur l'année 2022. Ça a été pour moi une déception. On poursuit. Nouveau coureur. Là, cette fois-ci, il n'est pas italien, il est allemand, c'est un sprinter. Pascal Ackermann. Je m'attendais à ce qu'il se relance, Pascal Ackermann. Je m'attendais vraiment à une relance de sa part, parce que c'est vrai que Pascal Ackermann avait été en difficulté. Sa dernière année chez Bora, s'était pas bien passé. Un problème de relationnel avec la Bora. Une Bora qui changeait un peu son fusil d'épaule, qui était une équipe qui était très sprint au lancement de cette formation, qui est devenue au fur et à mesure une équipe qui se concentrait de plus en plus sur la montagne. Et puis un Pascal Ackermann qui n'avait pas fait de grand tour et qui avait énormément reproché ça aux dirigeants de la Bora. Et la Bora lui avait reproché aux coureurs son manque de niveau, de performance. Et c'est vrai que je me souviens notamment en 2021, le Tour d'Allemagne, par exemple, où il n'avait pas fait un grand Tour d'Allemagne, où voilà, il avait eu des courses sur la deuxième partie de saison qui étaient compliquées. Mais j'avais mis ça sur le coup d'une démotivation, du fait qu'une situation qui se passe mal avec une équipe, ça peut créer une démotivation assez importante. Et puis, je me disais, hop, il rejoint UAE. Alors, il aura la concurrence de Fernando Gaviria. Il aura la concurrence de Molano aussi. Donc, c'est un choix d'équipe assez bizarre. Puis, je m'étais dit, en plus, UAE, t'es pas sûr de faire les grands tours chez UAE. Quand t'es pas grimpeur et quand t'es sprinter, c'est quand même pas l'équipe qui te... Voilà, t'as Pogacar, t'as Juan Ayuso. Ça va pas être facile pour lui de faire les grands tours. Je m'étais dit, c'est un choix pas forcément évident quand tu dis à tout le monde que tu vas faire les grands tours. Je m'étais dit, mais bon, il y a peut-être une intégration qui se passe bien, le changement d'air va peut-être lui faire du bien, ça va peut-être le relancer. La relance, on ne l'a pas vu. Sur le Tour de Pologne, c'est sur un jeu de placement, l'étape qui remporte. C'est pas grâce à ses qualités physiques. Le Tour d'Espagne, c'est pas une catastrophe, mais il n'y a pas de victoire au bout. Le Tour de Slovénie, pas de victoire, beaucoup d'abandon. Alors il gagne la Corkside classique, 9e de Nokere Corseux, donc il a progressé sur les classiques, même si je pense que c'est toujours pas un terrain qui lui convient totalement, et je pense que ça lui conviendra jamais énormément parce que il n'a pas le coup de pédale pour passer correctement les pavés. Et qu'en plus son gabarit, c'est quand même un gabarit imposant à Ackermann, dans les monts, ça fonctionne pas. Voilà, il a un gabarit un peu trop baraque, un peu trop à la Greppel. Alors il peut servir d'équipier, mais en leader sur ces courses-là, c'est pas une bonne idée, je pense. Mais sur les sprints purs, Ackermann n'a pas été bon. Alors aussi parce qu'il a souvent dû faire avec d'autres coureurs. Sur la Volta, il doit faire avec Ayuso. Donc forcément, l'équipe a un peu divisé en deux. Il doit faire aussi avec Molano, qui, pas de chance pour lui, a gagné la dernière étape. Sur Tirreno, il doit faire avec un leader. Sur l'UAE Tour, aussi. Donc ça a été le problème pendant toute la saison d'Ackermann. Mais quand même, je trouve que ces sprints sont... Quand il est arrivé, Ackermann, à la Bora, je me souviens, quand on le voit sprinter, on se dit « Oh putain, c'est le nouveau Greppel ». Moi, je me dis. Parce que physiquement, un sacré gaillard. Et surtout, je me dis « Oh putain, ça déménage, quoi ». Ça déménage vraiment. Sur les premières années à la Bora, il est vraiment dur à battre, Ackermann. C'est-à-dire quand tu l'as face à toi, c'est très compliqué. Mais depuis 2020, depuis la Covid, c'est quand même beaucoup moins le cas. Je le trouve beaucoup moins impressionnant. Je ne sais pas s'il avait chopé la Covid même, Ackermann, parce que ça pourrait être une des causes peut-être d'une baisse de performance, qu'il ait chopé un Covid long, qu'il n'ait pas récupéré l'entièreté de ses moyens. Mais ça fait depuis
ouais, 2-3 saisons que c'est pas ça. Il a encore une année de contrat chez UAE. Faut vraiment qu'il se relance. Faut vraiment qu'il gagne des courses. Parce que sinon, il faudra aller voir ailleurs. UAE, ils prennent pas des gens moyens. Puis il faudra voir en plus la concurrence qu'il y aura chez UAE. Avec Molano, notamment. Et puis la concurrence avec les grimpeurs. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il a été dans cette équipe. Moi, je me dis que pourquoi il n'a pas été chez EF, par exemple, qui n'a pas de sprinter. Pourquoi il n'a pas été chez Cofidis. Pourquoi... Je pense qu'il y a d'autres équipes World Tour qui auraient bien voulu d'Ackerman, où il y aurait eu moins de concurrence, peut-être plus de facilité pour travailler. Et je pense que ça a été une erreur d'aller chez UAE. On verra en 2023 si ce que je dis est vrai. Mais si c'est le cas, c'est dommageable pour Pascal Ackerman. On arrive sur le podium des déceptions de l'année. Et sur la troisième marche du podium, une nation qui pourtant s'est bien montrée à son aise cette année, c'est le Danemark, avec un coureur de la Quick-Step, Kasper Asgreen, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl. Année compliquée pour Kasper Asgreen, qui devait être le super leader sur les classiques flandriennes, et il a coulé un petit peu comme son équipe. Alors, il a un peu moins coulé que son équipe, il faut quand même le rappeler, Kasper Asgreen, parce que c'est vrai que la Quick-Step sur les flandriennes, ça a été vraiment la grosse déception de cette équipe. Il fait 10e quand même du Grand Prix E3. Meilleur coureur Quick-Step, je crois me rappeler, sur le Tour des Flandres, avec sa 23e place. 3e d'Estrade Bianche. C'est peut-être là même on l'a vu le plus en verve cette saison, c'est sur l'Estrade Bianche. Mais ce qui est surprenant, c'est que Kasper Asgreen a fait des classiques qui étaient vraiment parfois difficiles, mais comme son équipe, c'est-à-dire que la force de la Quick-Step ces dernières années, c'était un petit peu d'être le monstre à 3 ou 4 têtes, c'est-à-dire d'avoir une multitude de leaders. C'était très dur d'aller gêner cette équipe parce qu'elle avait plusieurs possibilités de stratégiques. Et elle pouvait bloquer complètement une course, ce qui n'a pas été le cas cette année. Et surtout, du côté de la Quick-Step, beaucoup de coureurs n'ont pas performé sur les classiques. Et le Tour de Flandre a été un des exemples, Paris-Roubaix aussi, mais le Tour des Flandres, voilà, aucun coureur dans le top 20, c'était pas arrivé depuis des années à l'équipe de Patrick Lefebvre. Paris-Roubaix a également été difficile, même Patrick Lefebvre, on le sait, avait un peu tapé du poing sur la table. Le reste de la saison, c'est pas bon encore, avec seulement 37 jours de course en plus. Il y a eu un abandon sur le Tour de Suisse, une non-participation au championnat du Danemark, un Tour de France qui a été compliqué. Il n'a pas roulé depuis le 10 juillet. Son dernier jour de course, et même le 9 juillet, parce que c'est un did not start. C'est-à-dire depuis le 9 juillet, il n'a pas couru. C'est-à-dire que l'année prochaine, il va arriver sans beaucoup de confiance sur les différentes courses. Il va falloir déjà se remettre en route dans les courses en peloton, se remettre la tête à l'endroit. Moi, je pense qu'il serait intéressant pour lui, c'est de commencer tôt. Voilà, parce que comme ça, il arrivera préparé sur les premières classiques. Mais il n'arrivera pas très rassuré, je pense, par rapport à son niveau Kasper Asgreen. Et en plus, il va y avoir la pression. Ils ne peuvent pas rater 2 saisons d'affilée sur les classiques. Donc, ils vont avoir la pression, tous les coureurs de la Quick-Step. Il va falloir voir comment ça va se jouer avec Patrick Lefebvre. Et si les premières classiques sont pas bonnes, est-ce qu'il n'y a pas des coureurs qui vont, pas sauter, mais qui vont être un peu punis par ce manque de résultats? Et punir un Kasper Asgreen, ça marche quand même un peu mieux que de punir je sais pas quel coureur. Et puis c'est un peu plus facile parce que punir Yves Lampaert est très compliqué vu qu'il est champion de Belgique du contre-la-montre, et que c'est un coureur qui est très apprécié notamment
du côté de la Belgique, du côté du territoire flandrien surtout. Donc ça va être difficile pour cette équipe. Il va falloir avoir des résultats très vite, que ce soit Asgreen, que ce soit Ballerini aussi, qui n'ont pas fait des grandes saisons. Eh bien, il va falloir réussir à faire mieux. Mais Kasper Asgreen, c'est une grosse déception parce qu'on s'était dit après sa victoire sur le Tour des Flandres, ça y est, il a passé un cap, ça devient un grand leader. Bah, il ne l'a pas démontré cette année, le Danois. Numéro 2, encore un Italien. Et ça me fait mal parce que c'est un coureur que j'apprécie énormément. Vous le savez. C'est un profil de coureur que j'aime bien. C'est Alessandro Covi, l'Italien, qui n'est pas passé à côté de sa saison plus que ça, mais je suis déçu en fait de son utilisation par UAE. C'est un coureur qui, dans d'autres formations, serait leader incontesté sur les classiques. Le profil de Covi serait incontesté sur les classiques. Et c'est un coureur qui pourrait prendre très facilement des échappées, qui pourrait vraiment être un électron libre pendant toute la saison. Sauf que, pas de chance pour lui, il est chez UAE. Et que chez UAE, il a eu souvent un rôle d'équipier. Alors après, c'est aussi un choix de carrière qu'il a fait le coureur italien. Mais c'est vrai que ça a été, je trouve, très compliqué pour lui. Parce que Covi a fait pas mal d'erreurs. Les fois où il a été leader, c'est pas arrivé souvent. Et surtout, il s'est retrouvé souvent dans le rôle d'un équipier, sans pouvoir jouer sa carte. C'est le problème d'avoir l'abondance de talent de la part de UAE. C'est qu'au bout d'un moment, t'as pas la possibilité non plus de donner sa carte à tout le monde. Et qu'il faut des équipiers aussi dans une équipe de cyclisme. Et ça a été très souvent le rôle de Covi, qui a trop souvent eu le rôle d'équipier. Et ce qui fait que notamment sur un Tour d'Italie, il gagne quand même au Passo Fedaia. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit là face à De Van Der Poel, qu'il soit là en bagarre face à Van Der Poel. Ça n'a pas été le cas. Et certes, il est 3e du classement de la montagne, mais ça joue quand même grâce à cette victoire, notamment au Passo Fedaia. Et puis du côté de ce coureur, je pense qu'à un moment, il va falloir un peu qu'il choisisse le type de course qu'il veut viser. Qu'il va falloir qu'il se planche plus côté montagne ou côté sprint. Il est entre les deux. Là aujourd'hui, je trouve qu'il a le cul entre deux chaises. C'est à la fois mi un sprinter, mi un puncher, mi un grimpeur. Parce que quand tu gagnes en haut du Passo Fedaia, c'est que tu as des qualités en montagne. Alors, est-ce qu'il doit se concentrer sur ses qualités en montagne? Est-ce qu'il doit réfléchir à ses qualités de puncher? C'est une question qui doit vraiment se poser, Alessandro Covi. Mais ouais, j'aurais voulu un peu mieux. Voilà. Il y a quelques victoires, le Tour de la région de Murcie, une étape sur le Tour d'Andalousie, une étape sur le Tour d'Italie. Mais je trouve que son utilisation de la part de UAE est pas bonne. Et c'est pour ça que ça me rend toujours un petit peu triste. Voilà. Parce que je pense qu'il pourrait faire tellement mieux. Que voilà, je suis toujours un peu frustré avec Covi. Parce que c'est un coureur que j'apprécie énormément. Comme vous en avez l'habitude avant la première place, déjà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à me donner votre top 10, également de votre déception de la saison. On passe aux mentions déshonorables, vu que c'est un classement sur les déceptions. Je commence avec Franck Bonamour. L'année de la confirmation, c'est jamais facile. L'album de la maturité, me diraient certains artistes, c'est pas toujours simple. Franck Bonamour, il n'a pas confirmé ce qu'on avait vu l'année d'avant. Et en plus, ça arrive pas la bonne année. Alors ça, il pouvait pas le savoir que Jérôme Pinault ferait n'importe quoi et ferait 15 erreurs en 6 mois.
Parce que je vais revenir encore sur BNB Hotel, mais j'adore les gens qui défendent Jérôme Pinault et qui disent oh t'es quand même méchant avec Jérôme Pinault. Je crois que moi j'en ai pas eu, je sais plus si j'en ai eu dans les commentaires. Il y en a qui disent ça avec d'autres mecs sur Twitter en disant oh, ils sont méchants avec Jérôme Pinault. J'aurais pu être gentil s'il avait fait une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. Là, sur l'année, là c'est pas une erreur qu'il a faite, il en a commis 15, 20, 25. Et pas des petites. Et tout ça en 6 mois. Moi j'appelle ça du talent quand même au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sympa avec Jérôme Pinault. Si ça avait été qu'une erreur, des erreurs, non. Là, il y en a eu beaucoup plus. Et surtout de faire croire, de faire miroiter un truc à des coureurs qui auraient pu s'engager avec d'autres équipes bien avant. Ce qui fait que beaucoup de coureurs vont se retrouver à prendre leur retraite et un Pierre Rolland aurait pu faire un Paris-Bourges différent, notamment s'il avait su qu'il allait prendre sa retraite. Pareil avec Cyril Lemoine. Paris-Tour aurait peut-être été différent pour ces coureurs-là s'ils avaient su que c'était leur dernière course, possiblement leur dernière course. Or, à ce moment-là, Jérôme Pinault fanfaronnait presque. Donc, il y a eu plus qu'une erreur. Bon, du côté de Franck Bonamour, on espère déjà qu'il va retrouver une équipe parce que pour l'instant, il y a peu d'infos sur Franck Bonamour, ce qui serait triste parce que c'est quand même un bon coureur, même s'il n'a pas confirmé. Mais c'est vrai que c'est un coureur déjà qui a un profil qui n'est pas encore totalement déterminé, c'est-à-dire on a du mal à savoir si c'est un coureur de classique, parce que cette année, la seule victoire qu'il a cette saison, c'est la Poly-Normande, parce que c'est un mec qui est sa première victoire dans sa carrière, c'est un mec qui a fait 2e de Paris-Tour, 6e de la Bretagne classique, 2e du Tour du Limousin, donc plutôt des profils de classique, parce que le Tour de Limousin c'est 4 jours, c'est une course de 4-5 jours, mais c'est 4 jours de classique sur le Tour du Limousin en termes de profil. Mais quand tu regardes son Tour de France l'année dernière, il fait 22e du général, donc tu te dis il y a peut-être quelque chose à tenter au niveau de la montagne. C'est un profil qui n'est pas encore totalement déterminé. La saison n'est pas parfaite en plus. Certes, il a été embêté en tout début de saison par son accident au Grand Prix de la Marseillaise. Je pense qu'on a mal géré le truc du côté de BNB. On l'a fait reprendre beaucoup trop tôt et on a sous-estimé peut-être l'impact de cette commotion et peut-être que lui a fait croire qu'il n'était pas emmerdé pour pouvoir courir. Mais c'était peut-être une erreur de sa part. Et puis, autre problème, je pense, de la part de Franck Bonamour, c'est comme il ne sait pas trop quel est son profil de coureur, il veut être performant sur plein de courses différentes, sur plein d'objectifs différents. Le fait d'être chez BNB Hotel, où c'était le leader principal quand même, l'équipe n'a pas de résultat, ça lui a mis la pression. Jérôme Pinault n'a pas aidé non plus en mettant la pression sur tous les coureurs avec son interview dans le Télégramme. Et au bout d'un moment, je pense que ça a fait beaucoup, quoi. Ça a fait beaucoup. Et au bout d'un moment, tu peux plus t'en sortir. Et si tu trouves pas la solution, si t'as pas un entourage pour t'aider, c'est compliqué. Peut-être que Franck Bonamour a pas eu l'entourage qui l'a suffisamment aidé. Et surtout, je pense que le staff de BNB ne l'a pas suffisamment aidé à se remettre tranquillement, à ce qu'il prenne son temps. On a un peu poussé le trait. Et tu vois, il est bon sur la Poly-Normande. Il fait plutôt une meilleure fin de saison que le début de saison. Mais en fait, à part la Poly-Normande, derrière, ça a été quand même compliqué pour le français. Elia Viviani, un peu comme Ackermann. On s'attendait à un rebond, mais le choix de Ineos l'année dernière, il passe de Cofidis à Ineos, c'était particulier. Alors lui, il avait déjà été chez Sky. Tu peux te dire, allez, il voulait revenir, j'irai pas à la maison, peut-être qu'il est prêt, mais presque ça. Tu te dis qu'en plus, il fait de la piste. C'est vrai qu'Ineos a toujours aidé quand même les coureurs à faire de la piste. Sur la route, ça n'a pas bien marché. Voilà, sa victoire, notamment sur la Crow Race, c'est quand même sur un parcours final qui était très dangereux et où c'était plus de la loterie que vraiment l'impact physique qu'il a eu sur cette étape-là. Sur la route d'Occitanie, il fait 4e. Là encore, sur la dernière étape, c'est quand même pas la course des sprinters, la route d'Occitanie. Il a été bon sur les courses, je dirais, de catégorie inférieure.
sur les courses les plus importantes, on l'a très peu vu. Pour vous dire, il ne fait pas de grand tour cette année. Il a fait même très peu de World Tour sur la saison. 63 jours de course, qui n'est pas énorme. Et c'est une saison qui n'est pas fantastique. Elle est moins bonne même en termes de points PCS que sa première saison chez Cofidis. Pourtant, il y a eu la Covid et ça avait été quand même pas facile à gérer. J'aimerais qu'on retrouve Léa Viviani de la Quick Step. J'aimerais qu'on retrouve de la première saison de la Quick Step. J'aimerais qu'on retrouve, oui, le Léa Viviani qui était chez Sky. Le coureur qui est arrivé à être très performant. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, on va voir ce que ça va donner en 2023. Il a un contrat encore de 2 ans avec Ineos. Mais on attendait un peu un rebond et ça a fait un peu pchit, comme pour Ackermann, mais un choix d'équipe qui n'a pas idée non plus pour se relancer, parce que c'est vrai qu'Ineos, c'est pas une équipe de sprinters. C'est pas une équipe qui a une grande culture en plus pour emmener les sprints. Et je pense que c'est un coureur qui en plus a besoin de retrouver de la confiance, parce que le passage chez Cofidis, ça fait un peu mal dans la tête. Esteban Chavez. Alors Esteban Chavez, c'est un peu redondant parce que c'est un peu chaque année une déception. Chaque année, on se dit est-ce qu'il va retrouver son niveau? Il a changé en plus il a changé d'équipe. Alors, on se dit il passe chez EF. Il était chez Bike Exchange. Il était un peu barré par Simon Yates. Il était un peu dans l'ombre de Simon Yates. On dit chez EF, Uran est vieillissant. Il va peut-être avoir un peu les coups des franches. Il va avoir moins de concurrence peut-être. Et toujours pas. C'est-à-dire que c'est quand même un coureur qui a gagné le Tour de Lombardie, quoi. Et depuis 2016, on attend de retrouver du grand Esteban Chavez. Alors quelques jours dans l'année, ce qu'il fait c'est bien. Là encore cette année, Coppa Sabatini 4e, Giro della Toscana 5e, ok. Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2e. Bon. Mais sur les 3/4 de la saison, c'est pas incroyable. Et ça a été le gros problème de Esteban Chavez, c'est que sur la majorité de la saison, ça n'avait pas été suffisamment bon. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs. C'est surtout cette inconstance. C'est-à-dire que certaines journées, tu te dis on a retrouvé Chavez. C'est ça qui est frustrant en plus avec Esteban Chavez. Tu te dis certaines journées, on a retrouvé vraiment ses qualités de coureur. Allez, il est de retour. Et puis pouf, padaboum. C'est même pas retomber dans des travers. Ça redevient un échec. Ça redevient peu performant. Ça refait des erreurs. Et puis, on est de nouveau attristé. Voilà, c'est la carrière un peu d'Esteban Chavez, fait de beaucoup de bas et de très peu de hauts au final. Mais les hauts étaient très beaux. C'est ça qui est triste. Julien Alaphilippe. Alors certes, il y a des chutes. Il y a eu une accumulation de chutes. Je pense que les chutes sont aussi dues au bout d'un moment, un manque de confiance. Il faut qu'il retrouve confiance dans le vélo. Je vais rappeler Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, à une époque, il avait enchaîné les chutes. Parce que voilà, il faisait beaucoup d'erreurs sur le vélo à un moment, Pinot. Mais parce qu'il n'était plus en confiance sur un vélo. Il faut qu'il retrouve de la confiance sur vélo. Malgré toutes ces chutes, il y a quand même une victoire sur le mur de Huy, du côté de Julien Alaphilippe. Mais c'est sûr que ça a gêné forcément sa saison. Et son statut, en plus, j'ai l'impression que son statut du côté de Quick-Step est remis en cause par Patrick Lefebvre à plusieurs reprises. Ce statut de leader incontesté sur les classiques ardennaises est remis en cause à la fois par les propos de Patrick Lefebvre, à la fois aussi par le fait que Remco Evenepoel ait pris de l'épaisseur dans cette équipe. Que Evenepoel, est maintenant devenu un coureur important dans l'effectif de la Quick-Step. Et c'est vrai que la saison est arrivée au mauvais moment. Cette saison 2021, très difficile. Covid, beaucoup de chutes. Il montait en puissance en plus pendant le Tour du Pays Basque, avant ces chutes. Chute sur la Flèche Brabançonne, chute sur l'Estradé.
chute sur Liège-Bastogne-Liège, Covid sur le Tour de Wallonie, nouvelle chute sur le Tour d'Espagne. Ça a été très 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 compliqué. Sur les championnats du monde, il est présent, mais tu vois bien qu'il est pas à son top. Donc ensuite, il fait le boulot pour la porte. Alors par contre, on peut pas négliger l'aspect que Julien Alaphilippe, c'est quand même muet en équipier, que ce soit pour Remco Evenepoel, que ce soit pour Christophe Laporte. Voilà, il a eu un rôle d'équipier et il a joué ce rôle à la perfection. Les fois, il a dû le jouer parce que ça a été, je trouve, le coureur peut-être le plus intéressant dans l'équipe de la Quick Step autour de Remco Evenepoel. Alors l'année prochaine, on va voir. Il va être sur le Tour de France. Techniquement, Remco n'ira pas sur le Tour de France, donc il aura peut-être les coups des franches sur ce Tour de France. Mais avant tout, il ne faudra pas tomber. Voilà, ça sera le premier objectif de Julien. Et puis faire une saison pleine. Voilà, faire une saison complète. Parce que là, ça a été une saison très hachée. Seulement 45 jours de course. Voilà, c'est sa pire saison depuis son arrivée chez Quick-Step. Hein. Donc quasiment. Donc ouais, ça sera bien de retrouver de la confiance pour Julien. Parce que là, c'est vrai que l'année a fait mal dans la tête, je pense, du coureur français. Il va falloir réussir à se mobiliser, mais c'est un battant. Et puis en plus, il a l'avantage d'avoir encore un contrat de 2 ans également, Julien. Charman, dernière mention déshonorable. Charman, alors en plus cette année, il n'a pas gagné Paris-Nice. Mais sur les classiques, je l'ai trouvé moins bien. Oui, je l'ai trouvé moins bien, surtout qu'il les a pas fait les classiques. Je suis complètement con. Très peu de jours de course, Charman. 41 seulement. Sur le Tour de France, il n'a pas eu un rôle si important que ça au Tour de Vlasov. Et beaucoup de problèmes physiques, beaucoup d'abandon, beaucoup de fatigue. Paris-Nice qui a été difficile, mais en même temps quand tu reprends un Paris-Nice c'est quand même déjà compliqué. Pas les classiques. Le Tour de Romandie c'est pas foufou non plus. En fait à part sur les chronos où il n'avait pas été mauvais. J'ai le prologue du Tour de Romandie, Tour de Suisse sur le contre-la-montre ou même à Rocamadour où il fait 9ème qui est son meilleur résultat de la saison. Mais c'est un coureur qui est tellement puissant, qui a tellement un beau potentiel que de le retrouver lui aussi à 28 ans à faire une saison blanche, c'est toujours un petit peu dommageable. Mais là aussi, beaucoup de problèmes physiques qui n'ont pas aidé. Et là encore, la hiérarchie de Charman, sa position dans la hiérarchie dans l'équipe, ça change parce que quand tu vois la 3ème place de Vlasov sur le tour sur la Flèche Wallonne, tu te dis, et la performance qu'il a fait ensuite pendant très longtemps en chasse-patate derrière Remco Evenepoel sur Liège, tu te dis est-ce que ça va rester le leader sur les classiques ardennaise, Charman, peut-être pas. Et un peu comme Julien Alaphilippe, son statut est en train d'être changé également dans cette formation. Roulement de tambour, qui est la plus grosse déception de la saison? Eh bien, c'est encore un coureur de la Bora, c'est un néerlandais, c'est Wilco Kelderman. Et si quelqu'un a vu Wilco Kelderman cette saison, qui m'envoie la réponse par papier libre à TéléZ. Ça a été compliqué quoi, quand même la saison de Kelderman. L'année dernière, il fait. Alors Kelderman c'est toujours compliqué parce que c'est toujours l'homme invisible. C'est que même quand il fait une belle perte, tu le vois pas, Kelderman. Mais c'est vrai que quand tu vois sa saison 2021, notamment avec le Tour de France, notamment le Dauphiné libéré aussi, où il fait un très bel été. Et sa saison 2022, alors certes, il a été invisible, mais en plus il était pas bon. Et même en tant qu'équipier, il a été invisible. Parce qu'il est équipier sur le Tour d'Italie, mais moi je ne l'ai pas trouvé très bon en tant qu'équipier. Alors je sais que ça fait débat. Il y a certains qui ont dit, oui, non, il a eu un très grand rôle. Mais je trouve que d'autres coureurs ont été plus intéressants que lui dans l'équipe. Et en plus, de base, il devait pas être équipier de Gene. De base, il aurait dû être leader. Sauf qu'il se plante complètement en montagne. Et sinon, en termes de résultats, ça a été décevant toute l'année.
meilleure place sur le circuit de Gate Show et au Peñas Blancas. Sauf que en fait, ça a été quasiment qu'un one-shot sur le Peñas Blancas, parce qu'après sur la suite de la Vuelta, ça a été difficile. Non, il a traversé les courses un petit peu comme l'homme invisible. Il a eu souvent un rôle d'équipier pour Jedley, pour Vlasov. Il retourne, il retourne chez Jumbo, là où il a débuté. On verra ce que ça donnera, mais c'est dommage chez Bora. Ça s'était tellement bien passé la première année qu'on est très frustré de la deuxième saison. Et puis là, en plus, on sait que chez Jumbo, il aura un rôle d'équipier. Kelderman, il n'aura pas un rôle de leader. C'est dommage à 31 ans de démarrer sa pré-retraite, quoi. Parce que c'est un petit peu ce que ça fait penser. L'arrivée de Kelderman chez Jumbo, ça fait un peu penser à une pré-retraite où je décide de devenir le nouveau Robert Resink de l'équipe. Ça fait un peu penser à ça quand même, Kelderman. On verra, mais je suis pas sûr que qu'il soit très performant sur la suite de la saison. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut bien des déceptions sur une année cycliste. Il reste en dernier top 10. Ça sera même pas un top 10, ça sera un top 15. Sur la saison cyclisme 2022, on parlera cyclisme féminin avec le top 15 des meilleures coureuses de l'année 2022 de cyclisme. Et puis on aura fini des débriefs cyclisme de la saison 2022, mais il restera le débrief F1, MotoGP. Il y a encore 2-3 vidéos également des 10 éléments à retenir de la Coupe du Monde, notamment de football. Enfin, 10 éléments à retenir ou ce que j'ai retenu de la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas encore quel sera le format. Des pistes vertes, la tournée des 4 tremplins qui débute, le tour de ski également qui vont débuter bientôt. Donc le programme va être chargé en janvier. Il y aura en plus des championnats du monde également en février. Donc programme qui va être très très chargé dans les semaines, les mois à venir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout cela. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao!